Le 16 septembre 2023, sans crier gare, la Terre s'est mise à bourdonner. Une vibration basse et étrange qui se répercutait sur la croûte terrestre. Cela a déclenché toutes les alarmes sismiques de la planète. Pendant 9 jours d'affilée, la Terre a vibré à un rythme effrayant, et les scientifiques n'avaient aucune idée de ce qui se passait. Pendant ce temps, au Groenland, c'était la catastrophe totale. Il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre. Ça, ils le savaient. Ce rythme si particulier le leur disait. Nous vivons sur des plaques tectoniques géantes, et elles se déplacent constamment en glissant sur le magma comme des icebergs sur l'océan. Parfois, en bougeant ainsi, elles viennent frotter l'une contre l'autre, entrent en collision ou se brisent. Et tout cela provoque d'incroyables décharges d'énergie qui envoient des ondes de choc à travers le sol. C'est à ce moment que l'on sent la Terre trembler. Et c'est ce que l'on appelle un séisme. On appelle ces vibrations des ondes sismiques. Les sismomètres les perçoivent comme un grondement. Lors d'un tremblement de terre typique, ces ondes créent tout un tas de fréquences différentes. Il s'agit d'un mélange chaotique de basses et de hautes fréquences, comme si l'on appuyait sur toutes les touches d'un piano en même temps. Mais ce qui est étrange dans le cas du tremblement de terre du Groenland, c'est que les signaux n'étaient non pas du tout du même type. Il s'agissait d'une vibration régulière à fréquence unique, comme si une machine s'agitait sous la terre, comme si une touche de piano était frappée encore et encore, créant un son répétitif et inquiétant. Il s'avère que ce qu'ils entendaient n'était pas le bruit que font les plaques tectoniques quand elles se déchaînent. C'était un phénomène que les sismologues n'avaient jamais observé auparavant. Les jours passaient, et le bruit mystérieux ne cessait pas. Les vibrations se produisaient toutes les 90 secondes et résonnaient dans le monde entier. Les sismologues étaient de plus en plus désespérés. Ils n'avaient absolument aucune idée de ce à quoi ils avaient affaire. Ils durent réunir une vaste équipe internationale composée de 68 spécialistes originaires de 15 pays différents. Pendant plusieurs jours, tous ces scientifiques recueillirent des données sismiques, des images satellites et firent des calculs complexes. Jusqu'à ce qu'ils finissent par trouver le coupable. C'était l'eau. Le problème venait d'une région isolée et déserte de l'est du Groenland. Cet endroit regorge de fjords, des bras de mer étroits situés entre de hautes falaises, des vallées profondes remplies d'eau et entourées d'imposantes parois rocheuses. Dans cette région, située au milieu de pics escarpés et d'eau glaciale, l'air est calme. Le paysage semble figé dans le temps. Rien n'a changé pendant des années, jusqu'au jour où un glissement de terrain colossal s'est produit dans le fjord Dixon. L'un des flancs de montagne abrupte qui surplombe le fjord de près de 1220 mètres s'est effondré dans un gigantesque éboulement. Imaginez un énorme morceau de montagne se brisant et s'écrasant dans le fjord en contrebas. Un déluge de roches et de glace s'est abattu sur l'eau. L'impact a été tout simplement apocalyptique. 25 millions de mètres cubes de débris. C'est suffisamment de glace et de roches pour remplir 10 000 piscines olympiques ou 10 grandes pyramides de Gizeh. Et toute cette matière a été projetée dans l'eau avec une telle force qu'il en a résulté un tsunami de 110 mètres de haut, plus haut que la Statue de la Liberté. Mais le plus fou, c'est que cette vague incroyablement puissante était coincée entre les falaises étroites du fjord, et elle ne pouvait pas s'échapper. C'était un peu comme de l'eau qui s'agite violemment dans une baignoire. Pendant 9 jours, le méga-tsunami a continué à se frayer un chemin à travers le fjord. Voilà pourquoi nous entendions ce bourdonnement continu. C'était le va-et-vient rythmique de l'eau qui claquait contre les parois. Les ondes de choc se propagèrent dans les profondeurs de la croûte terrestre. Des vibrations si puissantes qu'elles furent captées par les sismomètres du monde entier. Ce phénomène était si rare, si inédit, que les scientifiques en étaient abasourdis. Il s'agissait d'une parfaite combinaison d'éléments. Un glacier, affaibli par des années de réchauffement, n'avait plus la force de supporter le poids de la montagne située au-dessus de lui. L'effondrement était inévitable et le chaos a littéralement ébranlé la Terre. Il y a souvent des gens dans cette zone, dans des bateaux de croisière par exemple. Encore une chance que personne n'ait perdu la vie dans ce désastre. Mais il s'en est fallu de peu. Un paquebot touristique, échoué dans la région 2 jours auparavant, a échappé de justesse au tsunami par le plus grand des hasards. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de pertes. Les vagues ont détruit un site inuit, situé à proximité. Il était resté intact pendant plus de 200 ans.
Elles ont également emporté les abris d'une station de recherche située à quelques 70 km de là. Les vibrations ont voyagé du Groenland jusqu'au pôle sud en moins d'1 heure. Cela montre à quel point de tels événements peuvent être dangereux. Et ce n'est pas le seul endroit où de telles catastrophes se produisent. Dans la belle communauté californienne de Rancho Palos Verdes, le sol se déplace si rapidement qu'il éventre les maisons. Le terrain a toujours été assez instable dans cette région. Sa géologie est unique. Elle repose sur un sol meuble, riche en argile, et se trouve sur une ligne de faille, ce qui la rend sujette au glissement de terrain. Cela signifie que cette zone est exposée à de lents déplacements souterrains qui s'étalent sur des années et années, même en l'absence de phénomènes météorologiques exceptionnels. Il en est ainsi depuis des décennies, mais le mouvement est généralement lent et plutôt prévisible, de l'ordre de 0,3 mètres par an. Imaginez que vous retrouviez un arbre près duquel vous jouiez quand vous étiez enfant à 6 mètres de son emplacement d'origine. Pendant des dizaines d'années, les habitants se sont adaptés. Ils ont construit leurs maisons sur des poutres ajustables. Cela a permis aux habitations de se déplacer avec le terrain. Cette stratégie a bien fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Récemment, la situation s'est nettement détériorée dans la communauté. La terre se déplace actuellement de 0,3 mètres par semaine. C'est comme si votre arbre avait bougé de 290 mètres depuis vos années d'enfance. Les 2 dernières années ont également été marquées par de fortes pluies et le temps s'est dégradé. Cela a augmenté la teneur en eau du sol. La terre est devenue plus lourde et plus sujette à de rapides mouvements. Aujourd'hui, cet endroit idyllique en bord de mer s'est transformé en zone sinistrée. Des fissures sont apparues dans les placards, les jardins et les routes, s'agrandissant de jour en jour. Les rues sont maintenant déformées et tordues, et le paysage prend l'aspect d'un parc d'attractions délirant. Les maisons qui tenaient encore debout ont été arrachées de leurs fondations, certaines même coupées en 2. La porte d'une habitation a été soulevée à 2,5 mètres du sol. Des quartiers entiers ont été plongés dans le chaos. Les services publics ont dû couper le gaz et l'électricité pour une durée indéterminée afin de prévenir d'éventuelles catastrophes. Le quartier de Portuguese Bend est le plus durement touché, ses habitants vivant littéralement au bord du gouffre. Ce quartier a toujours bénéficié d'une vue imprenable sur l'océan et d'une agréable brise marine, et des chevaux et des ponts se promenèrent dans ces rues bordées d'arbres. Mais aujourd'hui, c'est comme si un tremblement de terre s'était produit. Sauf que cette fois, le séisme ne s'arrête pas. Pour beaucoup, cet endroit ressemble à un paradis, si seulement la terre cessait de se déplacer sous leurs pieds. Les habitants n'abandonnent donc pas. Certains ont dû partir, mais beaucoup sont déterminés à rester et à se battre, malgré les dégâts immenses. Toutefois, sauver leurs biens leur coûte des centaines de milliers de dollars. Ils ont installé des générateurs pour avoir de la lumière et ont mis en place des systèmes d'égouts et des pompes pour drainer les eaux souterraines à l'origine des glissements de terrain. Certains disent que leur seule chance de préserver leur quartier serait de s'isoler des réseaux électriques publics et d'installer des centrales indépendantes pour stocker l'énergie. Les habitants font tout ce qu'ils peuvent pour faire fonctionner leur réseau d'égouts à l'aide de générateurs. Ils espèrent de pouvoir évacuer toute l'eau à l'origine de ces glissements de terrain infernaux. Ils sont déterminés à lutter, mais ils auront besoin de l'aide et du soutien du gouvernement pour combattre cette catastrophe. Les glissements de terrain sont plus fréquents aux États-Unis qu'on ne le pense généralement. De nouvelles cartes et données montrent que des milliers de personnes pourraient être en danger. Des scientifiques ont réussi à créer la première carte détaillée, indiquant où ces glissements pourraient se produire à l'avenir, comté par comté. Cette carte s'appuie sur de nombreuses statistiques et sur plus d'1 million d'incidents survenus par le passé. Selon cette carte, près de 44% du territoire des États-Unis risque de subir des glissements de terrain, ce qui pourrait entraîner des catastrophes insensées dans certaines régions. Heureusement, les habitants et les ingénieurs ont maintenant de solides informations à leur disposition. Mais tout cela montre à quel point nous sommes vulnérables aux catastrophes naturelles et combien il est important de toujours rester vigilant. La première règle est de ne pas paniquer, dit le guide. Il donne à Michael une combinaison épaisse, même s'il fait très chaud ici. Tu ne pourras pas t'en passer, ajoute-t-il. Michael enfile la tenue et a la chair de poule sur tout le corps. Pourquoi ai-je si froid maintenant ? Le guide explique que c'est un tissu rafraîchissant unique. Il sauvera Michael d'un éventuel coup de chaud à l'intérieur de la grotte.
Le guide lui donne aussi une bouteille d'oxygène et un masque. « On va plonger ?» demande Michael. « Non, mais tes poumons risquent de se remplir d'eau si tu ne l'utilises pas. » Les genoux de Michael tremblent de peur. Ce n'était peut-être pas une si bonne idée après tout. « Bienvenue dans l'une des grottes les plus dangereuses de la planète », dit le guide en entrant dans l'anfractuosité au pied d'une montagne. Cet endroit s'appelle la grotte des cristaux et il est situé au Mexique. Du magma s'est écoulé ici depuis les entrailles chaudes de la planète, il y a 26 millions d'années. Il n'a cessé de remonter et de se refroidir encore et encore. Il y a eu tellement de magma que cela a formé une montagne. Avec celui-ci, de l'eau riche en minéraux est arrivée. Elle s'est infiltrée dans les tunnels rocheux et a formé une grotte sous la colline. Puis quelque chose d'étrange est apparu dans ces eaux chaudes. Quelque chose qui semblait venir d'une autre planète. Michael descend le long de la corde. Il éclaire l'obscurité sans fond avec sa lampe de poche. L'air devient chaud et lourd. Des particules d'eau microscopiques planent ici. Avec le guide, Michael descend à 300 mètres. C'est plus de la moitié de la hauteur de l'Empire State Building. La température de l'air augmente. Ils ont l'impression de s'approcher du noyau de la Terre. Enfin, la descente se termine et ils se laissent tomber sur la terre ferme. Le guide met un masque à oxygène et dit à Michael de faire de même. Si tu ne peux pas respirer dans un air aussi humide et acide, tes poumons peuvent se remplir d'eau, ce qui aura des conséquences désastreuses. L'air ici donne à Michael l'impression de marcher dans un brouillard très épais. La température atteint 58 degrés, soit plus que dans les déserts les plus chauds du monde. Michael éclaire son chemin et remarque quelque chose de grand, blanc et brillant. C'est une énorme colonne de cristal qui sort du sol et qui s'élève vers le haut. La grotte entière est remplie de ces énormes choses. Elles s'étendent dans différentes directions et s'appuient contre le plafond et les murs. À certains endroits, elles bloquent le chemin et à d'autres, elles forment comme des ponts. Michael grimpe sur l'un des cristaux et marche dessus. Le guide explique que chaque colonne est faite de gypse. Tu connais sans doute cette substance car elle est utilisée pour produire des matériaux de construction bien particuliers, les plaques de plâtre. Michael touche la surface dure de l'une d'entre elles. Il semble qu'une ancienne civilisation aurait pu les construire. Mais le guide explique que tout ce qui se trouve dans cette grotte est d'origine naturelle. Cet endroit a été découvert pour la première fois par 2 mineurs en 2000. Depuis, les scientifiques ont réussi à découvrir que certains cristaux avaient 500 000 ans. On peut aussi y trouver l'un des plus grands cristaux naturels du monde. Cette colonne mesure environ 11 mètres de long et pèse 55 tonnes. Cet endroit a été rempli d'une eau riche en sulfate de calcium, un élément capable de former des minéraux. Une variété incolore de gypse prévaut ici. L'eau et l'air chaud ont aidé à former ces cristaux. L'humidité et la température n'ont pas changé depuis des siècles, de sorte que ces colonnes continuent de croître aujourd'hui. Cet endroit est fascinant. Michael veut rester ici plus longtemps pour explorer la grotte, mais malheureusement, c'est dangereux. Il risque de se perdre ou de glisser sur les roches de gypse. De plus, il commence à manquer d'oxygène, alors ils doivent remonter. Ils sortent de la grotte et se retrouvent nez à nez avec la police. Il s'avère qu'il est interdit aux touristes d'entrer dans la grotte. Même les scientifiques doivent obtenir une autorisation spéciale pour s'y rendre. Et ce pour une bonne raison, puisque la grotte est l'un des endroits les plus dangereux de la planète. Michael et le guide s'acquittent d'une amende et quittent le Mexique. La prochaine étape est l'Italie. C'est une bonne chose que tu aies pris un appareil photo avec toi, dit le guide. C'est l'une des grottes les plus fascinantes du monde. Tu auras besoin du meilleur équipement pour capturer cette beauté. Michael et le guide sont sur un petit bateau. Ils naviguent le long de la côte de l'île de Capri. Heureusement, il n'y aura pas de danger cette fois-ci. Ils s'approchent d'une petite faille à l'intérieur de la montagne. C'est l'entrée de la grotte bleue. Le trou est si petit qu'un seul bateau peut y passer. Michael et le guide entrent dans une autre dimension. La grotte est remplie d'eau. Les murs brillent d'une lumière bleue provenant des profondeurs du lac. Michael prend des photos de la grotte et remarque que l'entrée par laquelle ils sont passés brille d'une lumière blanche éclatante. Ce sont les rayons du soleil qui illuminent la grotte lorsqu'ils y pénètrent. Il y a un autre trou sous l'eau. Les rayons du soleil y pénètrent, emplissant le lac d'une lueur bleue, mais il est déjà temps de ressortir. La prochaine grotte se trouve en Nouvelle-Zélande. Ils arrivent sur l'île du Nord. Il s'y trouve un endroit très profond avec des grottes sinueuses et complexes. Elles sont apparues ici il y a environ 30 millions d'années.
Michael et le guide s'approchent de l'entrée de la grotte obscure. Michael allume une lampe de poche. « Débarrasse-t'en !» dit le guide. « Tu n'en auras pas besoin à l'intérieur. » Ils entrent. Michael est tellement surpris que sa mâchoire en tombe. Toute la grotte est remplie de lanternes lumineuses. Ce sont des créatures vivantes, des lucioles qui brillent d'une lumière bleutée. Michael a l'impression d'être sur une autre planète. L'entrée de la grotte est limitée pour ne pas nuire aux lucioles. Les scientifiques utilisent des équipements automatisés afin de surveiller la grotte. Ils contrôlent ainsi la température et le niveau de dioxyde de carbone nécessaires pour maintenir les conditions de vie des lucioles. Si trop de gens viennent ici, le niveau de dioxyde de carbone augmentera. La durée de la visite est également limitée. Alors on demande à Michael et au guide de quitter les lieux. Et maintenant, nous allons voir quelque chose de vraiment effrayant, dit le guide. Tu es prêt? Le prochain arrêt est en Californie. L'endroit s'appelle Moaning Caverns, qui signifie les grottes gémissantes. La grotte semble tout à fait ordinaire de l'extérieur, mais le guide a l'air un peu anxieux. Lui et Michael s'attachent la corde à la ceinture et entament leur longue descente. Le fond est à 50 mètres de profondeur, soit l'équivalent de la hauteur d'un immeuble de 15 étages. Cela ne semble pas si grand comparé à la grotte de cristal. À mesure qu'ils descendent, il fait de plus en plus froid et sombre. À ce moment-là, tous les sons provenant d'en haut disparaissent. Ils s'enfoncent lentement dans un silence inquiétant. « Qu'est-ce que c'est ?» demande Michael, effrayé. « Je crois que j'ai entendu la voix de quelqu'un en bas. » Le guide pose un doigt sur ses lèvres pour faire taire Michael. Un gémissement humain fort et prolongé provient des profondeurs obscures de la grotte. Dans les premières secondes, Michael se fige. Puis il remonte rapidement le long de la corde. Le guide se moque de lui. Ils entendent un autre gémissement. Michael sort rapidement de la grotte et tire sur la corde pour faire sortir le guide. Ce dernier dit que c'est l'une des grottes les plus effrayantes du monde. L'air et le vent circulent dans les profondeurs et créent un son semblable à un gémissement. Les touristes y descendent souvent pour jouer avec leurs nerfs. De plus, on a trouvé environ 100 squelettes humains au fond de la grotte et personne ne sait comment ils sont arrivés là. Michael ne veut pas retourner à l'intérieur. Il demande au guide de lui expliquer comment se forment les grottes. Il s'avère que tout commence lorsque le sol absorbe une pluie acide composée d'eau et de dioxyde de carbone. Le liquide pénètre dans le sol et entre en contact avec les surfaces de roches dures. Lorsque l'eau touche le calcaire ou la dolomite, elle les dissout et contribue à former un espace vide. Chaque année, il y a de plus en plus d'espace autour. La pluie continue de tomber et de s'accumuler dans cette zone ouverte. Ensuite, l'eau forme un ruisseau ou une rivière souterraine. Puis, l'érosion des roches dures commence. Des milliers d'années plus tard, il y a assez d'espace pour qu'un être humain puisse passer. Puis cet espace devient une grotte lorsque l'érosion se combine avec les stalactites et les stalagmites. Elles forment des chambres et des colonnes impressionnantes. Au fait, tu connais la différence entre les stalactites et les stalagmites? Les stalactites pendent du plafond tandis que les stalagmites sortent du sol. Il faut environ 1 million d'années pour développer de tels paysages souterrains. Ainsi, chaque fois que tu te promènes dans ces endroits, tu entres en contact avec le lointain passé de notre planète. Derrière ces énormes portes d'acier se trouve l'un des endroits les plus surveillés de la planète. Il est connu sous le nom de Site R, ou complexe montagneux de Raven Rock. Tu le trouveras en Pennsylvanie. La construction se trouve 60 étages sous terre, et on dit que c'est un abri sûr pour les gens en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne sur ce lieu mystérieux, mais ce que nous savons, c'est qu'il est équipé de pas moins de 38 systèmes de communication. Il n'est évidemment pas possible de le visiter via Google Earth, mais tu peux jeter un coup d'œil rapide aux 2 portes massives qui font face au complexe. La Cité du Vatican est l'une des enclaves les plus célèbres au monde. Elle vaut certainement la peine d'être visitée en raison de sa merveilleuse architecture et de sa vaste gamme d'œuvres d'art. Un lieu, cependant, sera toujours interdit aux visiteurs, les archives secrètes du Vatican. Elles recèlent certains des livres les plus anciens et les plus rares de la planète. Ces archives ne sont accessibles qu'à un nombre très limité de personnes, et comme elles n'ont été consultées que par très peu de gens jusqu'à présent, elles sont aussi la source de beaucoup de théories bizarres. Par exemple, qu'il y aurait des ouvrages prouvant la vie en dehors de notre planète. Si tu es fasciné par les épaves, tu seras intéressé de savoir que l'une des plus grandes épaves que tu puisses voir sur Google Earth se trouve sur l'île de North Sentinel, en Inde.
Ce navire se nommait autrefois le SS Jassim. C'est un ferry bolivien qui a coulé dans cette zone en 2003. La raison pour laquelle les gens ne peuvent pas la visiter en personne n'est pas à cause du navire en lui-même, mais parce que l'île abriterait la tribu la plus dangereuse au monde. Nous ne savons pas vraiment combien de personnes y vivent, mais on estime qu'entre 50 et 400 individus y ont élu domicile. Et ils n'aiment pas vraiment les touristes. Aucune personne qui est tentée de les joindre n'y a survécu. Aussi, afin de préserver leur mode de vie et leur statut particulier, l'île est étroitement surveillée par les autorités indiennes. C'est surtout parce que l'on pense que les habitants ne sont pas immunisés contre les maladies modernes. Ainsi, entrer en contact avec des étrangers pourrait être très dangereux pour les membres de la tribu, puisqu'ils n'ont jamais vu le monde extérieur. En 2005, un énorme lapin rose est apparu, de nulle part semble-t-il, dans les montagnes italiennes de Colletto Fava. En plus des habitants du coin, certains sont tombés dessus en ligne, et cette découverte les a rendus perplexes. Malheureusement, ce lapin de 60 mètres de haut a complètement disparu aujourd'hui, mais tu peux encore en trouver des images en ligne. Cet objet insolite avait été conçu par des artistes viennois. Ils encourageaient les touristes à grimper, sauter ou même faire une petite sieste sur le très grand lapin. Le but du projet était de permettre aux gens d'éprouver ce que ce serait que de vivre en étant des créatures plus petites. Aucune date n'avait été arrêtée pour un jour déplacer ce lapin, et il devait durer au moins jusqu'en 2025. Mais Mère Nature avait d'autres projets. Une artiste japonaise a décidé de retourner vivre dans son petit village natal du nom de Nagoro. Mais elle a vite découvert que l'exode rural avait pratiquement vidé la petite localité. Pour faire face à la solitude, elle a commencé à assembler des poupées semblables à des épouvantails japonais, les fameux kakashi, et à les placer un peu partout dans son jardin. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. L'artiste a bientôt commencé à faire de même avec de nombreux autres endroits du village, créant des poupées et les disposant comme si elles participaient encore à diverses activités humaines. Ces poupées ne cessent de se déplacer elles aussi. Mais l'artiste campe sur son histoire et insiste qu'elle n'y touche jamais. Tu peux voir les images de ce village excentrique sur Google Maps. Cet étrange portail a été découvert via des cartes en ligne de New Baltimore dans l'État de New York. Et il a refilé aux gens toutes sortes de cauchemars. Avec des bâtiments à l'allure effrayante et toutes sortes de silhouettes floues, cette zone est rapidement devenue la source de nombreuses théories étranges sur Internet. Il s'avère que ce n'était rien d'autre qu'un problème technique qui a fait que ces images ont été rendues de manière déformée. Quoi qu'il en soit, si tu cherches un jour ces images sur Google, tu ne pourras plus les sortir de ta tête. Cette adorable carte du monde miniature a été créée par un artiste danois. Il a continuellement travaillé sur ce projet fastidieux de 1944 à 1967, en utilisant principalement ses mains et seulement quelques outils pour déplacer les lourdes pierres. Il les a rassemblés au bord de l'eau, puis a recréé une carte du monde à la surface du lac. Pendant l'hiver, il a pu employer un traîneau pour transporter de plus gros morceaux de roche sur la glace, puis les placer dans la position parfaite. Outre les continents eux-mêmes, la carte présente aussi des rivières et des lacs, ainsi que d'autres repères célèbres. Tu veux jeter un coup d'œil sur une mer sans côte? Recherche donc la mer des Sargasses. Tu la trouveras dans l'océan Atlantique Nord. Cette mer bizarre est entourée de 4 courants océaniques et d'aucune terre ferme. Elle doit son nom à l'algue qui y pousse, le sargassum. Des empreintes digitales sur l'objectif d'une caméra satellite? C'est ce que tu pourrais croire si tu recherches le Finger Maze. Il se trouve dans la ville de Brighton, au Royaume-Uni, et c'est une immense empreinte digitale créée à Hove Park. Il comporte aussi un labyrinthe en son centre. Il peut être vraiment long et fastidieux de trouver des animaux sauvages sur Google Earth, mais le géonavigateur a une fonction sympa qui peut t'y aider si tu es impatient de voir des hippopotames et des flamants roses dans leur habitat naturel. Essaie de rechercher « animaux vus du ciel » et commence à faire défiler les images. Cette fonctionnalité unique peut t'emmener du Kenya à la Namibie et même jusqu'en Antarctique, où tu pourras distinguer des colonies de manchots empereurs. Il y a certains endroits sur Google Maps qui, pour des raisons spécifiques, sont indisponibles au public en ligne, comme le Palais Royal d'Amsterdam. Si tu visualises cet endroit via Google Earth, tu verras que tout ce qui entoure le Palais Royal néerlandais est encore visible, comme la végétation et les routes environnantes. Mais la construction elle-même est floue sous tous les angles. C'est probablement parce que les autorités locales réservent les charmes uniques du palais aux seuls yeux des visiteurs.
Il en va de même pour le parc national de Tantahuco au Chili. Celui-ci est une réserve naturelle privée qui ne peut être vue que de loin sur Google Maps. Une fois que tu as atteint un certain point, la fonction de zoom cesse de fonctionner. Certaines personnes disent que puisque c'est une réserve naturelle, elle pourrait abriter des espèces en voie de disparition et des mesures extrêmes auraient été prises en vue de leur protection. Tu sais, comme une célèbre marque de poulet frit arbore un certain colonel sur son logo. Eh bien, tu ne verras jamais aucun de ces logos en haute résolution sur Google Maps. C'est parce que le géonavigateur emploie des algorithmes spécifiques pour détecter les visages des gens et les estomper automatiquement. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas toujours très précis. Elle s'appelle l'île aux serpents et les autorités brésiliennes interdisent aux gens de la visiter, pour une très bonne raison. Tu trouveras l'île non loin des côtes de Sao Paulo. On dit qu'elle abrite plus de 4000 serpents. Préparez-vous à plonger dans la mer des mystères, également connue sous le nom de mer Noire. C'est la plus grande étendue d'eau intérieure au monde, plus vaste que l'ensemble de l'État de Californie. Elle abrite des dizaines de navires perdus, ainsi que quelques tunnels sous-marins secrets. Certains pensent même qu'elle fut autrefois une carrière exploitée en 6 phases distinctes. La mer Noire présente des couches d'eau horizontales qui ne se mélangent pas, avec des niveaux de salinité variés. L'eau salée provient de la Méditerranée, tandis que l'eau douce est apportée par les rivières. 10 des plus grands fleuves d'Europe se déversent effectivement dans cette mer, et elle reçoit plus d'eau douce par les rivières et les précipitations qu'elle n'en perd par évaporation. Enfin, l'excédent d'eau s'écoule à travers le Bosphore en direction de la mer de Marmara, formant 2 courants distincts. Le courant supérieur évacue l'eau de surface de la mer Noire, tandis que le courant inférieur apporte l'eau salée de la Méditerranée. Ainsi, les couches supérieures de la mer Noire sont-elles moins denses que les couches inférieures. L'oxygène provenant de l'atmosphère et de la photosynthèse reste dans les couches de surface et à des profondeurs excédant les 90 mètres au large et jusqu'à 150 mètres près du rivage, la vie est impossible. Seules certaines bactéries y survivent. Bien qu'il n'y ait pas d'air dans les profondeurs de la mer Noire, la couche supérieure abrite environ 750 espèces de phytoplancton. Les œufs et les larves de poissons et d'invertébrés se trouvent dans les régions côtières. On recense également 180 espèces de poissons dans la mer Noire, dont certaines sont précieuses, comme le chinchard, l'aiguillat commun et le sprat. Le niveau de l'eau y est toujours constant, sans marée haute ni marée basse. Ainsi, la surface de la mer est toujours calme et sereine. Cependant, elle cache une caractéristique surprenante, une rivière sous-marine. Ce courant d'eau salée traverse le détroit du Bosphore et longe le fond marin. Cette incroyable découverte, réalisée par des scientifiques de l'université de Leeds, a été annoncée en 2010 et c'est la première rivière sous-marine de ce type jamais découverte. Elle se forme lorsque l'eau salée de la Méditerranée se déverse à travers le détroit du Bosphore dans la mer Noire, où l'eau a une salinité bien moindre. La zone dépourvue d'oxygène de la mer Noire constitue une chambre de conservation idéale pour les trésors cachés dans ses profondeurs. Véritable coffre à trésors pour les épaves, cette mer a révélé ses secrets par hasard. Des archéologues maritimes étudiaient alors les niveaux de la mer pour comprendre la montée des eaux après la dernière ère glaciaire lorsqu'ils sont tombés sur plus de 40 épaves inconnues. À l'aide de 2 véhicules téléguidés, les chercheurs ont exploré le fond marin, filmant et produisant des images tridimensionnelles détaillées des navires assemblées à partir de milliers de photos haute résolution. Selon le New York Times, parmi les 44 navires retrouvés, certains se distinguent particulièrement, comme un navire de commerce médiéval du XIIIe ou XIVe siècle. Un autre navire ottoman, surnommé la Fleur de la mer Noire, pour ses sculptures en forme de pétales, a également été découvert. L'équipe a observé des détails fascinants sur d'autres navires, tels que des cordages, des marques de burin, des gouvernails et diverses sculptures. Aucun plan d'excavation n'a encore été annoncé, mais ces épaves pourraient renfermer des trésors historiques tels que des livres ou des parchemins. Il serait sûrement intéressant de les récupérer. La découverte la plus extraordinaire dans la mer Noire est celle que les archéologues considèrent comme l'épave intacte la plus ancienne au monde. Ce navire grec antique, long de 23 mètres, repose presque indemne depuis plus de 2400 ans, à plus de 1600 mètres de profondeur, avec son mât, ses gouvernails et ses bancs de rames toujours en place. Les chercheurs pensent qu'il s'agissait d'un navire de commerce,
semblables à ceux représentés sur les anciennes poteries grecques, comme le vase d'Ulysse et des sirènes du British Museum. Ce vase, qui date de la même période, nous montre un navire acheminant le héros au-devant des sirènes tentatrices. L'équipe a prélevé un échantillon pour une datation au carbone, confirmant qu'il s'agit de l'épave intacte la plus ancienne jamais recensée. La préservation exceptionnelle de ce bateau illustre le talent des constructeurs de l'époque. Sans la présence de microbes, de vers ou d'autres créatures pour dévorer les épaves, il n'est guère surprenant que ces navires se trouvent dans un état presque impeccable. Si le Titanic avait coulé dans les mêmes eaux, il serait aujourd'hui en bien meilleur état, sans être rongé par les micro-organismes sous-marins. Une théorie intrigante, connue sous le nom d'hypothèse du déluge de la mer Noire, suggère qu'une immense inondation se serait produite il y a environ 7500 ans. Dans les années 90, 2 géologues ont émis l'hypothèse qu'à la fin de la dernière ère glaciaire, il y a 7 à 12 000 ans, le réchauffement climatique de la Terre aurait provoqué la fonte des calottes glaciaires et la montée des niveaux marins, transformant la mer Noire en un petit lac d'eau douce. Ce lac était séparé de la mer Méditerranée par un barrage naturel au niveau du détroit du Bosphore. Puis, lorsque le niveau global des océans a augmenté, la Méditerranée a commencé à déborder dans le bassin de la mer Noire. Ils estiment que le niveau de la mer s'est élevé de 15 cm par jour, inondant les zones côtières et altérant définitivement leur environnement. Des échantillons prélevés au fond de la mer Noire révèlent un passage brusque d'une faune d'eau douce à des espèces marines, suggérant un afflux rapide d'eau salée. Des études sous-marines ont également identifié d'anciens littoraux et des structures humaines, prouvant que des populations vivaient dans des zones aujourd'hui submergées par la mer Noire. En outre, le moment de cette inondation correspond au schéma connu de migration humaine vers l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Certains pensent même que ce déluge pourrait être celui décrit dans l'histoire de l'Arche de Noé. Cependant, les critiques de cette théorie affirment que les preuves avancées ne sont pas aussi catégoriques et que la transition de l'eau douce à l'eau salée aurait pu être plus progressive. Ils débattent également pour savoir si les habitants ont déserté la région avant ou après sa submersion. Une ancienne chronique, datant d'environ un siècle, détaille l'existence de 2 tunnels souterrains partant de Roumanie et de Bulgarie et s'étendant sous la mer Noire jusqu'en Turquie. Autrefois, les paysans utilisèrent de tels tunnels pour déplacer leurs troupeaux vers l'Empire ottoman et le reste de l'Asie mineure. Qui a bien pu les creuser et la raison pour laquelle ils passent sous la mer demeurent des questions sans réponse. À la Première Guerre mondiale, les entrées de ces tunnels ont été scellées pour des raisons de sécurité et gardées sous étroite surveillance. L'armée roumaine était parfaitement au courant de l'existence de ces tunnels et a continué d'en interdire l'accès. Dans les années 80, des ouvriers travaillant sur le canal Danube-Mer Noire ont accidentellement découvert une autre entrée de ces mystérieux tunnels, située dans un cimetière de Murfatlar, en Roumanie. Ces mêmes ouvriers utilisaient régulièrement le passage pour transiter en Bulgarie. Mais ce qui rend ces tunnels encore plus fascinants, c'est que l'on raconte qu'ils auraient été construits il y a plusieurs milliers d'années. Creuser un tunnel sous la mer est une tâche pour le moins complexe, même avec nos technologies actuelles. Et si ces tunnels sont vraiment aussi anciens, leurs constructeurs étaient incroyablement en avance sur leur temps. Enfin, une légende urbaine raconte que la mer Noire posséderait son propre triangle des Bermudes. Les pêcheurs ont décrit un tourbillon furieux qui apparaîtrait soudainement, entraînant sous les flots des oiseaux, des navires et même de petites îles. En 1944, un navire aurait mystérieusement disparu en plein jour, entouré d'un brouillard noir qui brillait d'une inquiétante lueur verte. Depuis, personne ne l'a jamais revu. Bien que personne ne puisse attester avec certitude de cette histoire, elle ajoute une touche ésotérique et effrayante aux énigmes de la mer Noire. La mer, cette bête aquatique implacable, défie depuis des siècles toutes les tentatives pour la dompter. De nombreux navires poussés par le vent ont traversé les régions les plus rudes du monde. Certains ont survécu à la bataille livrée avec la mer et beaucoup s'en sont même tirés à bon compte. Voici une histoire, 1834. Un navire appelé le Pilgrim met le cap sur la Californie et Boston. Le voyage contournera l'Amérique du Sud et passera ensuite le Cap Horn au Chili. Richard s'engage comme marin marchand à bord du Pilgrim. C'est son premier voyage en mer. L'équipage lui raconte des histoires sur le passage de Drake au passage du Cap Horn
une route légendaire pour sa dangerosité. D'innombrables navires et marins ont disparu dans ces eaux. Depuis sa découverte en 1526, le Cap Horn est devenu rapidement connu de tous ceux qui l'ont emprunté comme le test ultime des compétences de tout marin et de la force de tout navire. Ceux qui ont survécu au voyage considèrent le Cap Horn comme le cauchemar des mers. Jack, le timonier, un vétéran chevronné, dirige le navire vers cette route extrêmement dangereuse. Jack est à bord du Pilgrim depuis sa première mise en service en 1825. Il est passé par là de nombreuses fois, apprenant à chaque fois une leçon différente des épreuves que lui a fait subir la mer. Le Pilgrim a été remis en état depuis son dernier voyage, il y a 1 an. Richard apprécie l'expérience de Jack, étant donné que c'est son premier voyage en mer. Jack rassure Richard quant à la fiabilité du Pilgrim, même s'il ne s'agit que d'un petit brick en bois avec 2 mâts. Jack est conscient que les navires en bois deviennent progressivement obsolètes, remplacés par de nouveaux navires à vapeur. Mais Jack préfère la maniabilité du Pilgrim et le préfère de loin aux navires en acier. Richard est ravi d'être à bord. Il y a tellement de choses à explorer dans la vie d'un marin marchand, mais il a du mal à trouver son pied marin sur le bateau. Les vents violents font avancer le Pilgrim plus rapidement, ce qui permet à Richard de se familiariser rapidement avec la vie en mer. En même temps, rien ne peut le préparer à ce qu'il va vivre au Cap Horn. C'est la pointe de terre la plus au sud avant l'Antarctique. L'espace entre le continent glacé et le Cap Horn contient le tristement célèbre passage de Drake. Environ 1100 km entre le Cap Horn et la péninsule antarctique. Les vents puissants permettent un voyage constant et régulier vers le Cap Horn. Mais comme Jack le dit à Richard, les vents sont plus concentrés dans le passage de Drake. Ils créent un effet d'entonnoir et deviennent plus forts et plus imprévisibles. Richard n'est pas sûr de ce que cela pourrait signifier pour le Pilgrim, mais comprend qu'il n'y a pas de route plus facile pour voyager autour de l'Amérique du Sud. Quelques jours passent. Le Pilgrim navigue près des nombreuses îles qui constituent la côte ouest du Chili. Bien que la mer soit relativement calme, Richard continue de souffrir de son manque de pieds marins. Ses mouvements ne sont toujours pas très assurés. Le pont, qui oscille constamment, se soulève et s'abaisse, et Richard a du mal à s'habituer à ce mouvement. De grosses vagues irrégulières frappent le Pilgrim sous tous les angles. Le navire s'approche rapidement du Cap Horn. Richard regarde vers de grands nuages noirs et orageux au loin. « Bienvenue au Cap Horn », dit Jack en souriant à moitié. Le sourire ironique sur son visage disparaît rapidement. L'homme devient sérieux, sachant ce qui les attend tous. Des vents plus forts commencent à gonfler les voiles, tandis que l'équipage s'efforce à s'accrocher au cordage. Richard tente désespérément de régler les voiles arrière pour s'adapter au changement constant des vents violents du sud. Jack tient fermement la barre, conscient de l'importance de son rôle. Il se méfie de la houle, elle peut se former très rapidement au fur et à mesure qu'ils vont vers le sud. Il est crucial que le Pilgrim ne s'aventure pas trop près du cap quand ils approchent. La grande obscurité qui était au loin est maintenant tout autour d'eux et remplit le ciel dans toutes les directions. Les nuages noircis projettent de la pluie et de la grêle sur l'équipage qui tente de résister au temps déchaîné. Le capitaine dirige Jack à la barre et change la direction du navire. La température a considérablement baissé. Il essaie de garder l'eau loin de ses yeux et se tourne vers la proue bâbord afin d'offrir à son visage une brève pause de la torture du vent. En regardant au loin, l'homme voit le Horn, seul, entouré de brume. C'est une vision obsédante. Il dirige le pèlerin le long de la côte du Horn, au fur et à mesure que la distance se réduit. Les vagues diminuent en hauteur, car les profondeurs deviennent plus petites. Mais ces vagues sont beaucoup plus raides, et leur angle peut causer plus de dommages au navire en bois. Jack ne sait pas combien de ces vagues le Pilgrim peut supporter avant que la coque se brise. Richard, toujours posté aux voiles arrière, regarde l'eau et les icebergs qui flottent au loin. Il n'est pas sûr de leur taille réelle, puisqu'ils sont pour la plupart cachés sous l'eau. Mais il sait qu'il doit alerter Jack si l'un d'entre eux s'approche trop près. Un seul iceberg qui frappe le Pilgrim, et c'en sera fini de la coque, tout simplement. Consciencieusement, il regarde par-dessus bord, et au loin, les icebergs ne sont pas les seules choses qu'il faut surveiller. Les vagues scélérates sont courantes dans ces mers aussi. La connexion des océans Antarctique et Pacifique
mélangées à une météo orageuse, forment des vagues ensemble. Cela crée des vagues dites scélérates beaucoup plus grandes. On sait que ce genre de vague peut atteindre 30 mètres de haut. Elles peuvent détruire la plupart des navires sur leur passage. Ce sera sûrement la fin du Pilgrim s'il rencontre une vague scélérate. De forts courants modifient la route du navire, comme si le Horn essayait de l'attirer vers ses bas-fonds rocheux. Lentement, il se rapproche du Cap Horn. Jack lutte contre le courant à la barre. En faisant tourner la barre, il tend son corps autant qu'il le peut. En grognant, il fait passer la gouverne de bâbord à tribord et vice-versa. Le capitaine continue de crier des instructions. Pour un novice, elles sont extrêmement confuses. Mais Jack, un vétéran endurci, continue d'interpréter les directions avec facilité et gouverne pour réajuster leur trajectoire loin du Horn. Le capitaine ordonne à Richard de vérifier la coque sous les ponts. Avec le niveau de battement que le passage du Drake a fourni jusqu'à présent, il a sûrement endommagé le navire d'une manière ou d'une autre. Richard court sur le pont alors qu'un autre marin lui crie quelque chose, mais le bruit de la mer le rend difficile à entendre. Une vague frappe le côté et se déverse sur le pont. Richard parvient à s'accrocher au mât avant d'être pratiquement emporté par-dessus bord. Tout le pont avant semble être sous l'eau. Accroché alors que l'eau ruisselle sur les côtés du navire et en attendant qu'elle se dissipe, Richard regarde le Horn passer lentement. Pourtant, il fait signe au Pilgrim comme s'il réclamait son dû à l'équipage. Les courants continuent de pousser le navire alors que la tempête fait rage, sans que la fin de cette bataille soit en vue. La tempête est de plus en plus grande et féroce. Richard se prépare à descendre et à évaluer les dégâts. Après une lente descente vers les ponts inférieurs, Richard peut enfin regarder la coque depuis les compartiments du vaisseau. Il n'y a aucun dommage d'après ce qu'il peut voir. Mais il est choqué par la profondeur de l'eau à l'intérieur. C'est maintenant à la hauteur de la taille. Des tasses, entre autres choses, flottent dans l'eau. Mais même à l'intérieur du bateau, le gars ne peut pas échapper aux vagues. Incapable de donner un sens à tout cela, il reste figé et écoute la toute-puissance de Mère Nature à l'extérieur. La mer rugit encore plus fort et les vagues frappent constamment la coque. Cela ressemble à un sombre battement de tambour, un lent compte à rebours vers la disparition du Pilgrim. Richard se force à revenir à la terreur des ponts supérieurs en s'agrippant aux rambardes pour franchir avec précaution les escaliers glissants. Il oublie les craquements inquiétants des ponts en bois. Ils sont bientôt remplacés par les sons tendus des cordes, les cris des autres marins et le rugissement assourdissant de la mer qui s'écrase tout autour de lui. Jack est à la barre, concentré sur son rôle, luttant toujours contre le vent et les vagues, même avec la glace et le givre en plus. Il semble que le monde qui l'entoure s'est mis en tête de détourner l'homme de son devoir, mais Jack continue avec détermination. Pendant 9 jours, le Pilgrim se bat contre les changements incessants du climat, affrontant toutes sortes d'obstacles. Mais le navire réussit à s'en sortir. Après avoir laissé la tempête derrière lui, l'équipage met le cap sur le nord pour atteindre sa destination finale. La vue du soleil à travers les nuages sombres est le plus grand soulagement que Richard ait jamais ressenti. Malheureusement, Richard a perdu ses rations à un moment donné pendant la tempête. En mer, si tu perds tes rations, c'est ta propre malchance. Heureusement, Jack est assez gentil pour partager certaines des siennes. La partie la plus froide de notre planète, l'Antarctique, ne cesse de nous surprendre. Jette un coup d'œil à cette chute nommée Blood Falls, les cascades de sang. De l'eau rougeâtre sort de la glace blanche. Les scientifiques ont conclu que cette couleur était liée au fer. L'eau qui provient du glacier s'oxyde et prend une teinte de rouille lorsqu'elle est exposée à l'oxygène. Et la couleur rouge apparaît. Prends pied sur le mont Gandeng. Il pond des œufs. Bon, peut-être pas de vrais œufs, mais ces pierres ressemblent assurément à des œufs de dinosaures. C'est pour cela que le mont est devenu célèbre. Ces œufs de pierre, appelons-les ainsi, se sont formés dans une partie de la montagne il y a plus de 500 millions d'années. Il est intéressant de noter que ce phénomène se répète une fois tous les 30 ans. Les œufs se déclinent dans des tailles et des couleurs différentes. Ces pierres apparaissent à la surface de la falaise. Une étude réalisée dans la région a révélé que la composition de ces pierres n'était pas pareille à celle des autres parties de la montagne. Ici, ce sont les roches calcaires qui prédominent. Elles sont davantage sujettes à l'érosion. Elles s'effritent de jour en jour. Il aura fallu 3 décennies pour que les pierres prennent cette forme d'œuf.
Pourtant, le procédé par lequel ces formations rocheuses peuvent être parfaitement sphériques et lisses demeure un mystère. Selon les scientifiques, chaque œuf de pierre a un noyau de matière organique. Ils sont constitués de coquilles, de restes de plantes, de dents de poisson et de squelettes. Voilà peut-être un début d'explication. Le village de Goulou est proche des œufs de pierre. Les habitants croient que ces œufs sont sacrés. Les villageois les associent à la bonne fortune. En fait, presque chaque famille en a un dans sa maison. Malheureusement, il ne reste qu'environ 70 œufs. Alors, si tu veux les voir, il vaut mieux te dépêcher. La structure de Richat est un phénomène géologique de forme circulaire, situé dans le désert du Sahara, près de la Mauritanie. Elle est constituée de roches en plusieurs couches, et celle-ci ressemble beaucoup à des anneaux. Pas étonnant que cette structure unique ait attiré l'attention de la NASA. Vu du ciel, l'élément géologique semble être en train de tourner sur lui-même. Les scientifiques ne savent toujours pas comment ces anneaux sont apparus. Certains disent qu'il s'agit de l'impact d'un astéroïde, d'autres pensent qu'il s'agit d'un processus géologique naturel. Pour eux, la structure de Richat est un dôme rocheux érodé et surélevé. Les géologues la classent souvent comme un dôme anticlinal. Les scientifiques ont découvert que les roches du centre sont plus anciennes que les roches extérieures en forme d'anneau. Il semblerait donc que les pierres aient été érodées jusqu'à former des couches de roches plates. Quoi qu'il en soit, il n'y a pas d'explication valide à ce phénomène. Et ce mystère du Sahara, long de 45 km, n'est toujours pas résolu. Le numéro 4 est Rapa Nui, ou Isla de Pascua. Mais je te parie que tu la connais comme l'île de Pâques. Oui, elle a 3 noms. Elle a été découverte par Jacob Roggeveen, qui n'avait en réalité aucune intention de chercher cette île. Il a juste débarqué là par hasard un dimanche, et c'est de là que vient son nom. Jacob recherchait en fait la Terra Australis, et soit dit en passant, ce n'est pas l'Australie. Celle-ci n'a jamais existé, et ce n'était qu'un continent hypothétique. De plus, il voulait jeter un coup d'œil à la terre de Davis, qui aurait été aperçue dans le passé par Edward Davis, le pirate, et non Edward Davis, le saxophoniste. Jacob n'y est pas parvenu non plus, bien que personne n'ait jamais vu cette île, à l'exception du pirate Davis lui-même. Il n'a peut-être pas réussi à découvrir les terres qu'il voulait, mais il a découvert l'île de Pâques à la place. Cette île est un territoire particulier du Chili, situé dans le sud-est de l'océan Pacifique. Elle figure sur cette liste parce que près de 1000 statues de pierre, appelées moai, ont été découvertes sur place. Elles ont été créées par le peuple Rapa Nui. Presque toutes ces statues représentent des têtes gigantesques, mais on trouve aussi un petit nombre de figures agenouillées avec les mains sur le ventre. Chaque statue représente des chefs ou d'autres membres importants de la société de l'île de Pâques. Pour sculpter ces statues, les habitants ont utilisé des pierres volcaniques qui avaient été ramollies. Le prochain arrêt est la porte de l'enfer. Oh, ne t'inquiète pas, c'est juste la façon dont les gens ont baptisé le cratère gazier de Darvaza au Turkménistan. Ce cratère géant de gaz naturel est là depuis 5 décennies. Et il brûle des gaz en permanence. Le président du pays souhaiterait par ailleurs que des experts trouvent un moyen d'éteindre cette fosse de feu permanent. Ce site a été accidentellement créé par des ouvriers en 1971, alors qu'ils travaillaient sur un projet de gaz naturel. Depuis, les flammes n'ont pas cessé et c'est devenu une attraction touristique. Des constructions mystérieuses sont parfois aussi bâties à notre époque. Nous n'avons pas besoin de remonter à des millions d'années, vers des civilisations disparues depuis longtemps. Edward Litzkalin a construit à lui seul une structure appelée le Château de Corail, à Homestead, en Floride. Il n'a pas utilisé de grandes machines. Il a taillé et sculpté près de 1100 tonnes de roches coralliennes en 28 ans, jusqu'en 1951. C'est un véritable mystère de comprendre comment il a réussi à accomplir cela tout seul. Litzkalin a sculpté la roche sédimentaire en différents objets, tels que des murs, des tables, des chaises, une fontaine et un cadran solaire. Il y a bien sûr une légende derrière ce mystère. Il a été inspiré à construire cette structure après avoir été abandonné par sa fiancée le jour de leur mariage. Oh oh, planté à l'autel. Il aurait voulu lui prouver son amour à elle et au monde entier. Il lui fallait donc produire quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il a clairement réussi. Parlons un peu du mystère des cercles de fées en Namibie. Il existe des millions de taches circulaires sur des centaines de kilomètres, dont le diamètre varie de 3 à 20 mètres. On les appelle les cercles de fées parce qu'ils ont l'air d'avoir été créés par des fées ou par une créature d'un autre monde. Il s'agit essentiellement de terres de forme ovale entourées d'herbes. Il existe de nombreuses croyances locales qui entourent la création de ces marques. Pourtant, la science dit tout autre chose. Depuis des décennies, les biologistes et les mathématiciens sont perplexes quant au mystère des cercles de fées namibiens.
Il existe plus d'une théorie pour expliquer ce phénomène. Voici une théorie populaire. Comme l'eau est limitée dans le désert, les plantes se font concurrence pour accéder à celle-ci. Certaines plantes s'étendent et prospèrent dans une parcelle. Mais les plantes plus petites, situées à proximité, ne peuvent pas obtenir l'eau nécessaire pour survivre. Au final, une partie de la végétation disparaît. Et les autres restent en bordure de la parcelle. C'est pourquoi elles forment des écarts si réguliers. Et si je te disais qu'il existe une colline dans la ville de Leh, en Inde, où au lieu de rouler vers le bas, les choses montent? Il s'agit d'une illusion d'optique. La route semble gravir une colline à cause des paysages alentours. Pourtant, la route descend en réalité. Ce genre de phénomènes sont appelés côtes ou collines magnétiques. Les explications scientifiques varient. La théorie la plus courante affirme que la colline possède une force magnétique si forte qu'elle peut attirer les voitures qui se trouvent dans les environs. Que dirais-tu de voir des rochers enflammés? Yanartas s'étend sur une superficie de plus de 3 km². L'endroit est situé sur une montagne rocheuse dans le sud-ouest de la Turquie, près de la ville de Sirali. Yanartas doit son nom à son apparence. Il signifie littéralement « pierre flamboyante ». Les roches brûlent depuis au moins 2500 ans. Et elles continueront probablement à brûler pendant les prochaines décennies. La montagne où se trouvent les roches est un volcan inactif. Elle est donc parsemée de minuscules fumerolles qui libèrent des gaz comme le méthane. Ce gaz s'enflamme lorsqu'il entre en contact avec l'oxygène et crée cet effet flamboyant. Ah, et d'ailleurs, à l'époque, les marins utilisaient ces flammes comme un phare naturel, car elles sont très proches de la côte. Aujourd'hui, il s'agit plutôt d'une attraction touristique. Les randonneurs l'adorent aussi. Maintenant, marche sur le lac Abraham gelé, au Canada. En hiver, l'eau gelée se remplit de bulles de glace. Cela semble magique, mais ces orbes blancs ne sont pas si sûrs. Ils sont composés de gaz méthane inflammable. La beauté peut être trompeuse. L'image suivante provient de Racetrack Playa, dans la vallée de la mort, aux États-Unis. Il s'y trouve un lac asséché où les rochers se meuvent. Ces roches étranges semblent avoir été poussées ou traînées par quelqu'un ou quelque chose. Elles laissent à la fois une trace et un mystère derrière elles. Mais on comprend aujourd'hui la force qui se cache derrière tout ça. Surprise, c'est le vent. Et un peu de glace. Les scientifiques affirment que le vent pousse les roches pendant les brèves périodes où le sol est couvert de glace. Je ne peux m'empêcher de remarquer que beaucoup de choses mystérieuses sur la Terre impliquent des pierres et des rochers. Ou du méthane. Et toi, lequel de ces phénomènes est ton préféré? L'Antarctique était autrefois une terre verdoyante peuplée de dinosaures. Mais c'est maintenant un continent gelé plus grand que les États-Unis et qui n'appartient à personne. Il n'est pas difficile à trouver. En vous dirigeant vers le sud, vous finirez forcément à un moment par tomber sur un gros bloc de glace au pôle sud de la planète. Il se situe à l'intérieur du cercle antarctique et forme la plus grande masse de glace sur Terre. Le continent est plus grand que les États-Unis et même plus grand que l'Europe entière. Et pourtant, l'Antarctique n'a été officiellement découvert que récemment. Les scientifiques ignoraient son existence jusqu'en 1820. Après sa découverte, il a fallu encore 2 décennies pour confirmer qu'il s'agissait d'un tout nouveau continent. Et quelques décennies de plus après ça, pour lui trouver un nom. Dans Antarctique, anti signifie contraire. Du coup, Antarctique signifie le contraire de l'Arctique. Mais avant que nos scientifiques ne découvrent cette terre, les Grecs de l'Antiquité avaient théorisé qu'il devait y avoir un continent méridional pour équilibrer l'Arctique, situé au nord. De plus, certains scientifiques qui ont étudié l'art et l'histoire orale de Polynésie pensent que ses habitants ont découvert le continent plus d'1 millénaire avant les Européens. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui nous connaissons bien cette terre glacée du pôle sud. En raison de sa situation, il n'y a que 2 saisons là-bas, l'été et l'hiver, et elles durent 6 mois. En été, il fait un peu plus chaud, et le continent est baigné de lumière. En hiver, il fait sombre toute la journée. 98% de l'Antarctique est constitué de glace. Ce continent concentre à lui seul 60% de toute l'eau douce de la planète. Et pourtant, malgré ça, l'Antarctique est le plus grand désert du monde. Par définition, un désert est une zone où la végétation est rare et où il y a peu de neige ou de pluie. Notez que l'abondance de sable n'est pas une condition nécessaire, même si le continent possède du sable et même des dunes. L'Antarctique est le continent le plus venteux de la planète. La vitesse du vent peut atteindre 322 km/h. C'est plus rapide qu'un ouragan. Le peu de neige qui tombe sur ces terres ne fond jamais. Elle s'accumule pendant des siècles et des millénaires.
La couche de glace est donc très épaisse. L'Antarctique regorge de secrets. Tout un monde se cache sous cette glace. Par exemple, un grand nombre de montagnes du continent dépassent les 2500 mètres. C'est plus haut que 3 Burj Khalifa empilés les uns sur les autres. Actuellement, c'est le gratte-ciel le plus haut du monde. Mais si nous ne voyons pas toutes ces montagnes, c'est parce qu'elles sont cachées sous une couche de glace de près de 5000 mètres d'épaisseur. Il y a aussi un lac là-dessous, à 3350 mètres de profondeur. C'est le lac Vostok, du nom de la station de recherche Vostok sous laquelle il est situé. À l'origine, il ne s'agissait que d'une hypothèse. Il y a plus d'un siècle, un scientifique a suggéré que l'énorme pression créée par les tonnes de glace pouvait diminuer le point de fusion de la glace dans les couches les plus basses de la calotte, et ainsi créer de l'eau liquide et former un lac. Il n'a pas pu prouver lui-même sa théorie, mais des scientifiques ont plus tard repris ses travaux et ont confirmé que tout ça tenait la route. Il existe également un canyon en Antarctique, caché sous d'énormes masses de neige. Il est plus profond que le Grand Canyon d'Arizona. Une chaîne de montagnes divise le continent en 2 parties, l'Antarctique oriental et l'Antarctique occidental. Dans la partie occidentale du continent, les températures sont plus élevées et la fonte des glaces a commencé. Si l'Antarctique occidental fond et libère toute son eau, le niveau moyen de la mer augmentera d'environ 5 mètres. Cela suffira pour que certaines villes disparaissent complètement d'un bout à l'autre de la planète. La première à disparaître sous les eaux pourrait être la capitale thaïlandaise, Bangkok, qui se trouve à seulement 1,5 mètre au-dessus du niveau de la mer. Ensuite, ce sera Amsterdam aux Pays-Bas, puis Ho Chi Minh Ville au Vietnam, Cardiff au Royaume-Uni et la Nouvelle-Orléans aux États-Unis. Aujourd'hui, on travaille beaucoup en Antarctique, où des scientifiques résident de longs mois pour étudier ce continent mystérieux. Au fil des ans, quelques enfants y sont même nés. Mais ce n'est pas un pays, et ces terres n'appartiennent à personne. Elle est régie par le traité sur l'Antarctique, un accord de recherche et de collaboration pacifique qui interdit toute revendication territoriale. Signé à l'origine par 12 nations, il compte aujourd'hui 59 signataires, dont la moitié ont un pouvoir de décision. Le continent est peuplé tout au long de l'année par des chercheurs du monde entier. Environ 5000 personnes y vivent en été et 1 millier en hiver. Cependant, personne n'y réside en permanence. Les gens vont et viennent, et les scientifiques y séjournent à tour de rôle. La température moyenne annuelle y est de moins 34 degrés Celsius. Mais il fut un temps où l'Antarctique était à peu près aussi chaud que la Melbourne d'aujourd'hui. C'était il y a environ 45 millions d'années. Et je n'étais pas encore né à l'époque. Mais le continent était couvert de forêts, et les dinosaures parcouraient ces contrées, vivant sous des températures avoisinant les 17 degrés Celsius. C'était bien avant les manchots. Aujourd'hui, il fait tellement froid en Antarctique que pas un seul buisson n'y pousse. Il n'y a que de la neige. Les seules plantes qui peuvent prospérer sous des températures aussi extrêmes sont les lichens, les mousses et les algues. Les humains ne peuvent pas non plus survivre dans des conditions aussi rigoureuses pendant de longues périodes. C'est pourquoi le continent n'a jamais eu de population autochtone. Enfin, si l'on ne compte pas les manchots, les phoques, les baleines et quelques espèces d'oiseaux. La faune de l'Antarctique est la plus rare et la moins diversifiée de la planète, car seuls quelques organismes peuvent résister à ces conditions difficiles, et aussi parce qu'il est interdit d'y amener des espèces non indigènes. Par conséquent, si vous vouliez voyager en Antarctique avec votre chat, on ne le laissera pas entrer. Ce n'est pas moi qui décide des règles. Les quelques espèces qui vivent au pôle Sud sont totalement propriétaires de l'endroit, c'est tout. Il n'y a pas plus de 5000 habitants humains et environ 20 millions de manchots. Mais ce sont des colons, en quelque sorte. Les ancêtres des manchots vivaient en Australie et en Nouvelle-Zélande. On trouve là-bas encore quelques espèces de manchots, dont le plus petit de la planète, qui ne mesure que 30 cm. Cependant, la plupart ont migré vers l'Antarctique à un moment donné. Peut-être parce que la perspective de grandes quantités de nourriture les attirait. Ce n'est pas à cause du froid qu'ils aiment pour la région. Il s'avère que la plupart des manchots quittent le continent à la fin de l'été. Les seuls à y rester sont les manchots empereurs mâles. Et ils le font pour réchauffer et protéger les œufs laissés par leurs compagnes. Mais où vont tous les autres ? Au début, c'était un grand mystère, même pour les scientifiques. Mais en attachant de minuscules dispositifs de localisation aux pattes de quelques-uns de ces animaux, ils ont trouvé la réponse. Les manchots partent vivre dans les océans du Sud lorsqu'il fait trop froid en Antarctique. 6 mois durant, aucun d'entre eux ne revient sur la terre ferme, puis ils regagnent le continent. Lorsqu'ils reviennent, les œufs confiés aux manchots mâles commencent à éclore.
et les familles sont réunies. Les manchots se nourrissent de différents poissons, et l'océan en regorge malgré les froides températures. Dans certaines régions, l'eau peut atteindre des températures proches de zéro parce qu'elle est salée. Mais les poissons ne gèlent pas, car leur corps contient des protéines anti-gel. Il y a aussi environ 1 million de phoques en Antarctique. Ils aiment eux aussi le poisson et peuvent retenir leur souffle sous l'eau pendant 2 heures. Ils voient beaucoup mieux sous l'eau qu'à la lumière du jour et utilisent leurs moustaches pour localiser leur nourriture. Les trous qu'ils creusent dans la glace pour respirer peuvent se refermer pendant qu'ils nagent. Et ils doivent alors utiliser leurs dents pour faire un nouveau trou. Les phoques peuvent même dormir sous l'eau et remonter à la surface de temps en temps sans se réveiller. Impressionnant. Attention, cette vidéo va faire du bruit. Les poissons-crapauds ont une capacité unique. Ils peuvent créer un son très fort. L'oreille humaine ne peut généralement pas l'entendre, surtout si un seul poisson émet le son. Mais si plusieurs se mettent à le faire en même temps, tu ne pourras peut-être pas t'empêcher de l'entendre. Les poissons-crapauds vivent au large de la côte de Sausalito en Californie. Et chaque année, des milliers d'entre eux se rassemblent en banc pour faire la fête et crier. Ensemble, ils créent un son collectif qui peut être facilement entendu par les habitants vivant près du rivage. Le bruit que l'on peut décrire comme un bourdonnement sourd peut même pénétrer jusqu'au centre-ville. Certaines personnes sont évidemment gênées par ce bourdonnement constant. C'est un phénomène naturel unique, mais il y a un hic. À un moment donné, les poissons s'éloignent du rivage, mais le son persiste. Par ailleurs, les scientifiques ont prouvé que ce bruit créé par les poissons ne pouvait pas se propager dans la ville, et de nombreux habitants des zones côtières ne l'entendent pas. Malgré tout, certaines personnes continuent d'entendre ce bourdonnement étrange. Maintenant, imagine que tu as déménagé dans un petit village d'Écosse. Tu loues une chambre, tu dînes et tu vas te coucher. Alors que tu sombres lentement dans le sommeil, un bourdonnement étrange envahit ta chambre. On dirait que quelqu'un a démarré son moteur quelque part au loin. Le son est semblable à celui de basses puissantes qui sortirait d'un haut-parleur. Le bourdonnement t'empêche de dormir, tu as des migraines et même des nausées. Le matin, tu découvres que d'autres habitants entendent aussi ce terrible bourdonnement. Ils te parlent d'une énorme usine située à proximité. Les machines, les moteurs, les chaudières à vapeur, les grandes bouches d'aération et les générateurs émettent un bourdonnement sourd qui traverse l'air. Les ondes sonores se propagent dans tout le village et gênent les personnes à l'ouïe fine. Cela fait plusieurs jours que tu entends ce son et que tu souffres d'insomnie. Et puis un jour, l'usine fait faillite. Les ouvriers quittent leur poste et éteignent tous les moteurs et les ventilateurs. Génial! Tu vas enfin pouvoir dormir en paix. Mais tu sais quoi? Le son ne disparaît pas. Il te suit où que tu sois. Et il ne s'agit pas de l'usine, du poisson ou du moteur d'un camion. Imagine que tu te promènes dans les rues d'une petite ville anglaise. Il y a beaucoup d'avions qui volent au-dessus de toi. Le bourdonnement qu'ils émettent te suit. Même dans ton lit, tu peux l'entendre. Tu te demandes s'il y a un aéroport à proximité. Tu poses la question aux habitants et tu découvres qu'il n'y a même pas de piste d'atterrissage ici. Mais alors, d'où vient ce son? Tu lèves la tête pour regarder en l'air et tu vois un ciel dégagé. Il n'y a pas d'avion, mais il y a du bruit. Et tu n'es pas le seul à l'entendre. Certains habitants sont sûrs que le bourdonnement provient du trafic à grande vitesse sur l'autoroute. Des milliers de voitures roulent dans les deux sens et laissent des ondes sonores massives derrière elles. Mais la nuit, il n'y a pas de voiture, et pourtant, le son reste. Tu es peut-être en train de devenir fou. Les histoires de plusieurs témoins à propos de ce bourdonnement te sauvent de cette folie. Et ce ne sont pas seulement les habitants de cette ville qui en font l'expérience. Environ 4% des personnes sur la planète entendent le bourdonnement. Des inconnus partagent ce bourdonnement qui les empêche de dormir et de se concentrer sur quoi que ce soit. Le son les suit partout et ne s'arrête jamais. Certaines personnes l'entendent toujours, alors même qu'elles déménagent à un autre endroit. Peut-être que tu l'entends en ce moment même et que tu n'y fais pas attention. Alors, fais-y attention. Si tu l'entends une fois, tu ne pourras plus cesser de l'entendre. Il existe un site web et un forum en ligne consacré au bourdonnement. Des gens du monde entier renseignent les coordonnées des endroits où ils ont entendu ce phénomène mystérieux. Tu peux trouver des milliers de ces coordonnées sur le site et même ajouter les tiennes. Les gens décrivent différents niveaux de bruit et partagent leurs sources. Certaines théories affirment que le bourdonnement n'est autre que le son de notre planète provenant du noyau. D'autres affirment qu'il provient de l'atmosphère.
Des scientifiques ont même été consultés, mais ils ne connaissent pas la raison de ce phénomène. Les gens utilisent des micros et des amplis sophistiqués pour enregistrer le bourdonnement. Presque partout, ils détectent une vibration à basse fréquence qu'il est pratiquement impossible pour l'oreille humaine de capter. Elle se mêle au bruit des voitures, des imprimantes de bureau et des rames de métro. Parfois, les gens cessent de l'entendre, mais le bourdonnement augmente lorsqu'ils sont allongés dans leur lit. De nombreux témoignages émanent des habitants de certaines villes industrielles. Parfois, ces chercheurs de son ont réussi à trouver la source. Ils se sont retrouvés dans des usines avec des générateurs en marche où le son pénétrait dans le système de ventilation qui le propageait à l'extérieur du bâtiment. Lorsque les générateurs ont cessé de fonctionner, le son a disparu. Mais ce sont des cas rares. La plupart du temps, personne ne peut trouver la source du bourdonnement. L'un des endroits les plus célèbres où tu peux l'entendre se trouve dans la ville de Taos, au Nouveau-Mexique. Environ 2% des habitants entendent un bourdonnement étrange tous les jours. Certains touristes en font aussi l'expérience. Des scientifiques sont venus dans la ville pour étudier ce mystère, mais n'ont trouvé aucune explication. Selon certaines théories, l'acoustique inhabituelle de cet endroit est à l'origine du bourdonnement. D'autres pensent qu'il s'agit simplement d'une hallucination ou du pouvoir de suggestion collective. Tout le monde parle tellement du bourdonnement que le cerveau crée l'illusion d'un son qui n'existe pas. Les habitants croient que la nature du bourdonnement est mystique et associée à de mauvais esprits. Quoi qu'il en soit, personne n'a encore découvert la vérité. Le bourdonnement que les gens entendent partout dans le monde est peut-être le résultat de l'activité sismique des plaques tectoniques sous les eaux océaniques. D'énormes morceaux de la croûte terrestre se déplacent lentement et entrent en collision les uns avec les autres. Cela crée un bruit qui nous parvient sous la forme d'un bourdonnement. Mais pourquoi seules quelques personnes l'entendraient-elles ? Peut-être qu'environ 4% de la population mondiale possède un sens unique de l'ouïe. Quoi qu'il en soit, les scientifiques n'ont pas non plus été en mesure de confirmer la théorie des plaques tectoniques. Certains chercheurs pensent que les sous-marins en sont la raison. Ils utilisent des signaux radio à basse fréquence pour communiquer dans le monde entier. Ces signaux se propagent à la surface et peuvent affecter le corps humain. Lorsque l'oreille capte ces ondes sonores, elle réagit et provoque des vibrations similaires au bourdonnement. Cela se produit parce que l'énergie sonore à basse fréquence entre en collision avec les tissus mous du crâne et stimule le nerf auditif. En fait, ce n'est même pas un son, c'est une hallucination qui est créée par ton cerveau. Quoi qu'il en soit, personne ne peut confirmer cette théorie non plus. Peut-être que les orages créent le phénomène du bourdonnement. Environ 8 millions d'éclairs frappent la Terre chaque jour. Chaque impact crée une puissante charge électromagnétique. La foudre pénètre dans l'air et le fait résonner entre la surface de la Terre et l'ionosphère. Cela semble compliqué, mais le principe est simple. Imagine que tu souffles dans le goulot d'une bouteille. Tu entends ce faible bourdonnement ? La foudre fonctionne de la même façon avec l'air. Et ce n'est pas qu'un seul coup. Imagine des millions de ces coups de foudre. Les ondes sonores se propagent sur toute la planète et certaines personnes les entendent. Les éclairs frappent la Terre en permanence, si bien que le bourdonnement ne s'arrête jamais. En 1973, des scientifiques ont avancé une théorie selon laquelle la cause du bourdonnement serait le cisaillement du jet stream contre l'air plus lent. En d'autres termes, le vent et les flux d'air rapides croisent les flux plus lents et un sifflement apparaît, amplifié par les tours électriques et les lignes à haute tension. D'ailleurs, les premiers témoignages de bourdonnement sont apparus dans les années 70. Les gens ont découvert l'existence de ce phénomène dans la petite ville britannique de Bristol. Des dizaines de résidents ont entendu ce bruit étrange dans différents endroits de la ville. Au début, ils l'ont ignoré. Puis le son est devenu de plus en plus irritant. Il empêchait les gens de travailler et de mener leur vie quotidienne. Ils n'arrivaient plus à dormir ni à se concentrer sur quoi que ce soit. Dans la ville voisine, il y avait un entrepôt avec des ventilateurs industriels. Les habitants étaient sûrs que c'était la raison du bourdonnement. L'entrepôt a cessé de fonctionner quelques années plus tard, mais le son est resté. Tu peux même encore l'entendre aujourd'hui si tu visites la ville. Il existe de nombreuses théories sur le bourdonnement, mais on peut en éliminer presque la moitié grâce à un seul facteur. Les plaques tectoniques, l'activité sismique, les éclairs, la croûte terrestre et la résonance de l'air sont des phénomènes naturels. Or, les gens n'ont pas parlé du bourdonnement avant les années 70. Si ce phénomène était apparu plus tôt, de nombreux journaux auraient écrit à ce sujet. Donc, manifestement, le bourdonnement n'est pas un mystère de la nature. C'est peut-être une conséquence de toutes nos avancées technologiques. Les usines, les lignes électriques, les avions, les voitures, les bateaux, les trains, les micro-ondes et les générateurs créent
crée un bruit de fond imperceptible que la plupart des gens ignorent. Nous sommes tellement habitués à tous ces bruits que nous avons oublié ce qu'est le silence. Notre cerveau a peut-être créé ce bourdonnement dans notre tête pour répondre à notre monde bruyant. Si tu te mets à écouter attentivement ton environnement à partir de maintenant, quel genre de son vas-tu entendre? D'où viennent-ils? Et y a-t-il un bourdonnement parmi eux? Tu regardes par la vitre et tu vois les arbres s'agiter furieusement. Les vents sont si puissants qu'ils arrachent pratiquement tout ce qui se trouve dans la rue. Il y a aussi des trompes d'eau qui te tombent dessus. Tu conduis aussi vite que tu peux, mais soudain, ta voiture s'arrête. Tu as déjà entendu les termes typhon, cyclone et ouragan, mais tu ne sais probablement pas ce qui les différencie. Le terme scientifique officiel pour les trois est tempête tropicale. Bien qu'il s'agisse pratiquement de la même chose et qu'ils se forment de la même façon, ils diffèrent selon l'endroit où ils se produisent. Les ouragans sont ceux qui se forment au-dessus de l'océan Atlantique ou à l'est de l'océan Pacifique. Les cyclones tropicaux sont comme des turbines géantes, alimentées par de l'air chaud et humide. Ils se forment uniquement au-dessus des masses d'eau océanique chaude près de l'équateur. L'air chaud et humide qui entoure l'océan s'élève et laisse de l'air à basse pression près de la surface. Ensuite, l'air qui se trouve au-dessous devient humide et chaud et s'élève à son tour. Le cycle se poursuit, l'air chaud s'élève et comprime la basse pression près de la surface, qui remonte après cela sous forme d'air chaud et humide. Lorsque l'air chaud et humide se refroidit, il forme des nuages. Ces nuages créent les tempêtes tropicales que nous craignons tous. Les tempêtes tournent dans le même sens que la rotation de la Terre. Ainsi, les tempêtes au sud de l'équateur tournent dans le sens des aiguilles d'une montre, et les tempêtes au nord de l'équateur tournent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. L'œil du cyclone apparaît lorsque la tempête se met à tourner si rapidement que son centre s'éclaircit en raison d'une plus faible pression atmosphérique. Mais il faudrait que tu le regardes d'en haut pour le voir, ce qui est super risqué. Les tempêtes tropicales se déplacent généralement à environ 63 km/h. Les cyclones tropicaux sont beaucoup plus rapides, environ 119 km/h. Ils sont aussi connus sous le nom d'ouragans. Si tu te tiens à l'extrémité du pôle Nord ou du pôle Sud, la rotation de la Terre te semblera s'arrêter, même si le reste du monde continue de vivre dans l'alternance du jour et de la nuit. Au pôle, les nuits sont vraiment longues et les jours peuvent durer des mois. À l'équateur, l'alternance jour-nuit est réglée sur la circonférence de la Terre, qui est d'environ 40 000 km. La force de Coriolis fait que les vents qui parcourent de longues distances autour de la Terre semblent se déplacer selon une courbe plutôt qu'une ligne droite. Et à cause de la forme unique de la planète, les vitesses diffèrent. Cela affecte également la force de Coriolis et les ouragans. Étant donné que la trajectoire d'un phénomène atmosphérique donné ne sera pas incurvée par rapport à la surface de la Terre au niveau de l'équateur, la force de Coriolis sera égale à 0. Au départ d'un ouragan, il y a l'eau chaude des profondeurs de l'océan. Tout commence dans les couches moyennes humides de l'atmosphère, qui sont elles-mêmes recouvertes d'une atmosphère froide. Il faut aussi des vents faibles et des perturbations de surface. Et cela peut s'étendre sur environ 500 km autour d'une grande étendue d'eau, à partir de l'endroit où se trouvera le centre d'un grand ouragan. La bonne nouvelle, c'est que les ouragans s'affaiblissent lorsqu'ils approchent des terres, parce que l'eau chaude au milieu de l'océan ne leur fournit pas l'énergie dont ils ont besoin pour conserver leur force initiale. Mais ils feront quand même des dégâts considérables en raison des vents forts et de la pluie. En 1900, l'un des plus gros ouragans a eu lieu près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il est ensuite allé jusqu'à la Floride et le Texas et est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'était transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée échelle de Saffir-Simpson. Il existe 5 catégories différentes, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Lors d'une tempête de catégorie 1, les vents se déplacent à une vitesse comprise entre 119 km/h et 153 km/h. Tu peux t'attendre à ce que certains arbres soient déracinés et à la destruction de quelques mobil-homes. Elle peut gravement endommager les maisons et provoquer d'importantes coupures de courant. Les ouragans de catégorie 5 atteignent une vitesse de plus de 250 km/h et ne laissent rien sur leur passage. Ils peuvent même détruire complètement certains bâtiments qui s'écrouleront sur leur fondation. Et plus les vents sont rapides, plus les dégâts sont importants. Il faut aussi s'attendre à de nombreuses inondations.
Les habitants de Galveston, au Texas, ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de la tempête qui s'est étendue jusqu'en Oklahoma et au Kansas, avec des crues soudaines de 6 mètres. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines, puis les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, mais elles étaient assez solides et ont finalement pu résister. Compte tenu de la densité de population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Le total des dommages matériels s'élevait alors à environ 30 millions de dollars, ce qui serait beaucoup plus aujourd'hui en raison de l'inflation. Après le passage de la tempête dévastatrice, les habitants de Galveston ont construit une digue de 6 km et ont élevé le niveau de la ville de près de 5 mètres. Finalement, ils ont prolongé les digues jusqu'à 16 km, juste au cas où. Si une tempête comme celle de Galveston frappait à l'époque moderne, il n'y aurait pas assez d'abris pour tout le monde. La population a considérablement augmenté partout dans les zones où la tempête a frappé en 1900. Alors imagine-toi assis dans ta voiture en train d'écouter les dernières nouvelles. On indique qu'une tempête vient de frapper le golfe du Mexique et plus à l'est, la région de Cuba. Ce n'est pas grave puisque tu es au Texas. Alors tu rentres chez toi en voiture. Il y a beaucoup de monde dans les stations-service et dans les supermarchés. Les bulletins indiquent maintenant que la tempête va probablement prendre de l'ampleur et frapper l'endroit où tu vis. Bon, maintenant, tu peux commencer à paniquer. Tu veux faire des courses pour te préparer à la tempête qui approche, mais tous les rayons sont vides. Tout le monde se bouscule comme dans un concert de rock. Tu attrapes tout ce que tu peux trouver et tu retournes à ta voiture. Tu as la chance d'avoir acheté quelques litres d'essence supplémentaires juste au cas où. Tu roules de supermarché en supermarché pour essayer d'obtenir quelques produits en plus, mais tu n'as pas de chance. Finalement, tu trouves un endroit qui propose encore quelques produits essentiels. Tu commences à remplir ton panier lorsqu'un bulletin annonce l'évacuation de la population. Tu n'as que quelques heures pour partir. Mais tu as laissé ton chien à la maison. Tu roules d'un embouteillage à l'autre pour regagner ton quartier. L'endroit est complètement déserté. Tu vas chercher ton toutou chéri et tu attrapes quelques affaires importantes avant de partir. Il ne te reste que peu de temps et tu peux déjà commencer à sentir les vents qui viennent de l'océan tout proche. Les informations annoncent que l'ouragan a déjà frappé la Floride. Tu montes dans ta voiture, mais elle ne démarre pas. Comme tu roulais très vite, tu ne t'es pas rendu compte que tu avais vidé ton réservoir d'essence. Heureusement que tu as pris ces bidons supplémentaires avec toi. Avec un réservoir à demi rempli, tu peux sortir de la ville et gagner un endroit sûr où tu retrouveras tout le monde. Les vents sont de plus en plus forts. Il est impossible d'aller plus vite que la tempête. Il n'y a personne en vue. Ils sont tous partis plus tôt. Il se met à pleuvoir à verse. Tu vois des arbres se balancer violemment. Finalement, tu trouves quelque chose qui ressemble à un grand abri. En t'en approchant, tu t'aperçois qu'il s'agit d'un centre commercial abandonné. Et c'est alors que le pire se produit. Tu comprends que tu as roulé dans la mauvaise direction pendant tout ce temps. Tu sors quelques instants de ta voiture pour t'étirer et réfléchir à ton itinéraire à partir de ce point. Les vents sont si forts que tu retournes à ta voiture et tu découvres que ton chien s'est enfui. Tu ne le trouves nulle part. Tu roules un peu et tu l'appelles, mais il ne répond pas. Tu le vois enfin derrière des buissons en train d'aboyer. Tu cours vers lui et tu constates qu'il a trouvé un abri souterrain abandonné idéal. Les vents ont maintenant atteint un point critique et il t'est impossible de reprendre la route. Tu rassembles tes affaires et tu descends. L'abri est tout équipé et il y a même un lit. Tu entends le vent et la pluie au-dessus de toi et tu te blottis contre ton chien. Le lendemain, en te levant, tu vois que ta voiture a été projetée sur une autre route et qu'il n'y a plus un seul arbre en vue. Mais bon, tu as au moins la chance d'avoir survécu à l'une des tempêtes les plus puissantes de tous les temps. C'était le début du XXe siècle, et deux rivaux, Robert Scott et Roald Amundsen, se sont chacun lancés dans leur propre expédition afin de devenir les premiers explorateurs de l'histoire à atteindre le pôle sud. La course n'aura pas été aisée, et elle s'est terminée tragiquement pour Scott. Amundsen, quant à lui, l'a remporté et est parvenu à planter sa tente au pôle avant ses rivaux. Thomas Griffith Taylor, un géologue britannique et membre de l'expédition de Scott, baptisé Terra Nova, a non seulement survécu à ces conditions difficiles, mais a également fait une découverte inattendue. Il est tombé en 1911 sur une cascade qui semblait faite de sang et qui jaillissait de la base rocheuse du glacier qui porte maintenant son nom. Il aura fallu plus d'un siècle aux scientifiques pour comprendre ce qui se cachait derrière cette étrange coloration.
Une équipe de scientifiques américains s'est rendue sur le glacier Taylor avec de puissants microscopes électroniques en vue d'analyser son contenu. Les études antérieures n'avaient fait qu'effleurer l'énigme écarlate, mais personne n'avait auparavant réalisé une analyse à grande échelle de sa composition minéralogique. Scieuses chercheurs ont déployé un véritable arsenal d'équipements de pointe et ont ainsi repéré de petites nanosphères riches en métal. Ces particules infimes, 100 fois plus petites que les globules rouges humains, proviennent de microbes anciens et elles prospèrent en abondance dans les eaux de fonte du glacier Taylor. Ces nanosphères sont bourrées de fer, de silicium, de calcium, d'aluminium et de sodium, formant une composition unique qui donne à l'eau sous-glaciaire une teinte rouge vif caractéristique. Ces nanosphères ne possèdent pas la structure cristalline habituelle que l'on trouve dans les minéraux. C'est pourquoi les méthodes de détection précédentes n'étaient pas parvenues à les repérer. Les profondeurs gelées du glacier Taylor abritent une ancienne colonie microbienne qui a prospéré en autarcie pendant des milliers, voire même des millions d'années. Cette découverte pourrait nous aider dans notre recherche de vie hors de notre bonne vieille Terre. Le Dr Ken Levy, un chercheur de l'université Johns Hopkins, jouit d'une expertise impressionnante en CE qui concerne les matériaux planétaires et l'analyse d'échantillons martiens. Il a décidé de s'intéresser à ce qui se passerait si un rover martien atterrissait en Antarctique. Pourrait-il déterminer ce qui rend les chutes de sang si incroyablement rouges? Ainsi, les chercheurs ont traité les chutes de sang comme le site de simulation d'un atterrissage martien. Ils ont utilisé des techniques inspirées par les rovers, explorant la planète rouge. Puis les échantillons qu'ils ont collectés ont été envoyés au laboratoire de Johns Hopkins. Là-bas, Levy a eu recours à la puissance de la microscopie électronique à transmission afin de révéler ces énigmatiques nanosphères. Il en a conclu que nos méthodes actuelles d'analyse des surfaces d'autres planètes au moyen d'astromobiles étaient insuffisantes. Elles ne peuvent pas dévoiler la vraie nature des matériaux environnementaux, en particulier sur des planètes froides comme Mars. Ceux-ci pourraient être extrêmement petits et non cristallins, ce qui déroute nos méthodes de détection. Pour vraiment saisir l'essence des planètes rocheuses, nous aurons besoin de 16 microscopes électroniques à transmission. En fixer un sur un rover martien n'est pas encore réalisable, mais cela pourrait signifier le début d'une nouvelle ère dans l'exploration spatiale. As-tu déjà vu une cascade en flammes? Chaque mois de février, lorsque les étoiles s'alignent parfaitement, Horsetay Fall dans le parc national de Yosemite subit une métamorphose sensationnelle. Au coucher du soleil, ces rayons frappent la cascade sous l'angle parfait, la transformant en un spectacle flamboyant aux teintes orange et rouge vives. Nous ne savons pas exactement quand ce miracle naturel a été découvert, ni par qui. Les premiers habitants de la vallée étaient peut-être au courant, mais ils ont su garder le silence. Ce n'est qu'en 1973 que le photographe Galen Rowell a saisi le premier cliché connu de la cascade, la plaçant sous le feu des projecteurs. Depuis lors, la chute de feu est devenue la coqueluche du monde entier, se répandant comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux et attirant les foules de très loin. Cette magnifique cascade suscite chaque année l'engouement de centaines de spectateurs, mais ils ne peuvent admirer ce spectacle que sous certaines conditions. Avant toute chose, Horsetay Fall nécessite un cours d'eau en mouvement. S'il n'y a pas assez de neige en février, la cascade n'aura pas assez d'eau pour créer sa magie. Les températures doivent également être assez chaudes pour faire fondre la neige pendant la journée. S'il fait trop froid, la neige restera gelée et le spectacle pyrotechnique n'aura pas lieu. Deuxièmement, nous avons besoin d'un ciel dégagé à l'ouest au coucher du soleil. Scieuses rayons solaires ont besoin d'un chemin direct pour frapper les chutes et leur donner vie. Et comme le temps à Yosemite est en constante évolution, les nuages peuvent se dégager comme par magie juste à temps pour le spectacle. Si toutes les conditions sont réunies, tu admireras alors les chutes de feu de Yosemite dans toute leur splendeur pendant environ 10 minutes. Le mystère des pierres mouvantes dans le parc national de la Vallée de la Mort en Californie a intrigué les scientifiques pendant des années. De lourdes pierres semblent avoir une volonté propre et se déplacent à travers Racetrack Playa, qui est le lit d'un lac asséché. Elles laissent derrière elles un sillon sur la boue craquelée. Il y avait toutes sortes de théories pour expliquer ce phénomène. Des champs magnétiques au tourbillon de poussière, en passant par l'intervention de farceurs malicieux. Personne n'avait réellement vu ces roches en action, ce qui n'a fait qu'ajouter au mystère. En 2006, un scientifique de la NASA du nom de Ralph Lawrence est entré en scène. Il étudiait les conditions météorologiques qui règnent sur d'autres planètes, mais il n'a pu résister à l'attrait de la Vallée de la Mort et de ces mystérieuses pierres mouvantes.
Il a eu un éclair de lucidité alors qu'il bricolait à sa table de cuisine avec un récipient Tupperware. Lawrence a rempli le récipient d'eau en laissant dépasser une petite pierre, puis il l'a mise au congélateur. Ensuite, il a placé cette construction glacée sur un grand plateau rempli d'eau avec du sable au fond, et il a doucement soufflé dessus. La pierre a commencé à glisser sur l'eau, laissant une trace dans le sable. Lawrence avait étudié comment la glace pouvait faire flotter et déplacer de gros rochers le long des plages de marée dans l'océan Arctique. Appliquant ses connaissances, lui et son équipe de chercheurs ont découvert que, sous certaines conditions hivernales de la vallée de la mort, suffisamment d'eau et de glace pourraient se former pour faire flotter les rochers à travers Rastrak Playa dans une légère brise. Et pendant qu'ils glissent, ils laissent leurs marques sur le terrain boueux. La rivière aux 5 couleurs, le Caño Cristales de Colombie, détient le titre officieux de rivière la plus belle au monde. Pendant la majeure partie de l'année, elle ressemble à n'importe quel autre cours d'eau ordinaire. La véritable magie se produit entre les saisons sèches et humides, lorsque le niveau de l'eau est tout simplement idéal. Le lit unique de cette rivière est recouvert d'une plante particulière, et lorsque les conditions sont réunies, elle éclate dans un éblouissant spectacle de couleurs. Imagine des rouges vibrants, des jaunes éblouissants et des verts luxuriants, tous se mêlant à l'eau bleutée. C'est comme pénétrer dans un arc-en-ciel animé aux 1000 nuances. Ce spectacle époustouflant ne dure que quelques semaines, de septembre à novembre. Pendant la saison des pluies en Colombie, le débit est trop important et le cours d'eau trop profond, masquant le fond de la rivière et privant la plante de la lumière du soleil dont elle a besoin pour virer au rouge. Et pendant la saison sèche, il n'y a tout simplement pas assez d'eau pour soutenir la vie luxuriante dans le lit de la rivière. Il faut donc la saisir au bon moment. La raison pour laquelle les plages des Maldives brillèrent dans la nuit n'est pas un mystère, mais cela ne les rend pas moins impressionnantes. Le phénomène se produit grâce à un plancton bioluminescent. 16 minuscules créatures sont semblables à de petites boules disco sous-marines, émettant une lumière bleutée chatoyante lorsqu'elles se trouvent agitées ou en mouvement. Imagine-toi marcher le long du rivage et laisser derrière toi des empreintes lumineuses. Tu peux même prendre un bain de minuit au milieu de ce plancton magique. Les chercheurs ont découvert que leur bioluminescence était en réalité un mécanisme de défense intelligent contre les prédateurs. Lorsque ces micro-organismes font clignoter leurs petites loupiottes bleues, cela confond et surprend leurs agresseurs. Le plancton produit cette lumière en ayant recours à une substance chimique appelée luciférine. Ces planctons enchanteurs peuvent apparaître à tout moment de l'année, mais tes meilleures chances de les admirer dans toute leur splendeur lumineuse sont de juin à décembre. Pendant cette période, on trouve un volume plus élevé de plancton dans les mers des Maldives, créant les conditions parfaites pour un spectacle lumineux après le coucher du soleil, lorsque commence la tombée de la nuit. Tu ne seras témoin de la magie du plancton bioluminescent que lorsque les courants de marée les rapprochent du rivage en grand nombre. Il est difficile de prédire exactement quand ce spectacle féerique aura lieu. Alors assure-toi de faire tes recherches auparavant. Prépare-toi à prendre tes photos avec une exposition élevée afin de le capturer exactement comme il apparaît dans les catalogues de voyage.